Mesdames, Messieurs, chers amis du savoir, chers amis de la culture, chers amis de l'espoir, je vous souhaite la bienvenue à cette 3e édition des Conférences de la montagne. Ce cycle de conférences permet de réunir sur notre campus le grand public et des personnalités de renommée internationale pour discuter des enjeux de l'heure, des enjeux avec des retombées à l'échelle planétaire. Ce soir, les discussions porteront sur l'une des grandes tragédies de notre époque. Il y a dans le monde actuellement plus de 65 millions de réfugiés et de personnes déplacées. 65 millions, ça représente plus que toute la population du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande réunis. Ce qui ajoute au drame, c'est que la moitié, au moins la moitié de ces 65 millions d'expulsés sont des enfants. En disant cela, je ne peux m'empêcher de ramener à votre mémoire l'image insupportable du petit Alan Kurdi, gisant sur la plage, le nez dans le sable, noyé. Malgré le tollé international qu'a soulevé cette image percutante, la tragédie se poursuit, jour après jour. Au-delà du drame humain, les phénomènes migratoires nous touchent aussi directement, entre autres parce qu'ils sont la source de bouleversements politiques chez nous, en Occident. On le voit dans l'actualité des derniers mois, cet enjeu nourrit le populisme, qui, admettons-le, est plutôt floride, populisme qui fait appel à l'instinct plutôt qu'à la raison, à la peur plutôt qu'à l'ouverture de l'autre. Ce soir, c'est l'intelligence et l'expérience qui vont nous guider. Celle de 2 grandes spécialistes des questions migratoires, sous des angles différents, 2 grandes dames, des personnes d'exception. Nous avons la chance d'entendre l'une des sociologues contemporaines les plus lues, les plus respectées, Mme Saskia Sassen. À travers ses nombreux écrits, elle nous rappelle que les déracinés du 21e siècle, ce sont aussi les millions d'Américains qui ont été chassés de leur maison après la crise financière de 2008. Ce sont aussi les millions d'agriculteurs expulsés de leurs terres en raison de la spéculation ou du réchauffement climatique que les climato-sceptiques refusent de croire. Nous entendrons aussi une femme qui a été sélectionnée par le magazine Times parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Dr. Joanne Liu, qui est présidente internationale de Médecins sans frontières et professeure à notre faculté de médecine. Elle s'est fait remarquer pour le rôle majeur qu'elle a joué dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. 2 décennies d'engagement au sein de Médecins sans frontières l'ont aussi amenée en Indonésie, après le tsunami, en Haïti, après le tremblement de terre, et auprès des réfugiés de la Somalie et du Congo, pour ne nommer que ces événements épouvantables. Nous sommes donc en excellente compagnie pour mieux comprendre, pour mieux saisir la question des migrations et des réfugiés. Merci à toutes et à tous de votre présence. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos conférencières, Mesdames Saskia Sassen et Joanne Liu. Elles sont accompagnées par mon collègue, le professeur de notre département de philosophie, Christian Nadeau, qui animera la discussion. Bonne soirée à tous. Merci. Alors, merci d'être parmi nous. Il me fait très plaisir et c'est un grand honneur pour moi d'animer ce débat.
Alors, je ne répéterai pas ce qui a été dit par le recteur sur l'importance de tels enjeux et surtout sur la qualité exceptionnelle des personnes que nous recevons ce soir. Simplement, j'aimerais insister sur 2 points. Le premier, c'est que des questions comme celle-ci, malgré tout l'importance que les médias lui ont accordée, semblent déjà s'estomper dans l'esprit de plusieurs personnes, comme si en fait nous commencions à digérer d'une certaine manière le problème de la crise des réfugiés et comme si nous faisions dans notre esprit comme si c'était quelque chose de normal que nous devions accepter comme une simple, disons, vicissitude de l'existence. Or, en fait, il est absolument essentiel, et je suis très fier que notre université se joigne à cet effort, de réfléchir sur de tels enjeux afin de mieux agir, justement. Et je pense que nous avons les personnes parfaites qui peuvent nous amener à mieux réfléchir sur cette question et donc à mieux agir et de cibler de manière vraiment très précise des objectifs réalistes, mais qui doivent être réalisés dans les plus brefs délais. L'autre point sur lequel j'aimerais insister, qui m'apparaît aussi important, mais qui va peut-être vous apparaître à vous marginal, c'est le rôle de nos institutions et d'une université comme l'Université de Montréal dans ce genre de débat. Il est essentiel que ce genre de débat ait lieu, il est essentiel qu'il ait lieu dans un endroit comme celui-ci, et je suis très fier en fait qu'une université comme la nôtre n'ait pas peur des controverses de toutes sortes et ose s'afficher publiquement sur des enjeux aussi cruciaux. Cela me semble vraiment de bon augure pour la suite des choses et j'en suis très fier. Cela implique, et je terminerai là-dessus, cela implique toute une équipe aussi qui travaille à organiser ce genre de conférences et j'aimerais publiquement les remercier car ils font un travail absolument exceptionnel, ils font un travail dans l'ombre et c'est grâce à eux, c'est grâce à elles que nous pouvons organiser ce genre d'événements. Alors merci, bonne soirée. Bonsoir. C'est un grand plaisir d'être à Montréal. C'est quand même la ville où j'ai une partie de ma vie encore. Donc, c'est un grand plaisir. Je remercie le recteur, Dr Breton. Je remercie l'Université de Montréal pour cette invitation. Ça nous donne l'opportunité à Médecins sans frontières de partager nos points de vue sur la crise que nous, on appelle la crise du déplacement forcé et que les gens n'ont pas le choix et c'est fuir à tout prix. Donc, juste pour vous dire, Médecins sans frontières, une organisation qui existe depuis 1971. On travaille dans 70 pays. On a un budget opérationnel de 1,3 milliard par année. 50% de nos opérations sont dans des pays avec conflit. Et on est à plus de 96% en fonds propres. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas des fonds institutionnels de gouvernement, mais on prend des fonds de mon voisin, de ma belle-mère et de vous. Donc, je vous remercie. MSF aussi, c'est 35 000 travailleurs à travers le monde avec plus de 100 nationalités. Donc, moi, la seule chose que je veux vous parler, c'est nous, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain par rapport aux réfugiés. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que ça fait depuis 40 ans qu'on travaille avec les réfugiés et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. En fait, les gens traversent des frontières depuis qu'il existe des frontières et on fait toujours ça quand on n'a pas le choix. Donc, pour nous, c'est clair que quand on rencontre ces gens-là, les gens le font parce que c'était le dernier recours. Et ils le font parce qu'ils cherchent un futur. Donc, nous, on considère que c'est légitime de vouloir un futur et on ne devrait pas être criminalisé pour trouver un futur. Donc, les gens fuient et quand ils fuient, ils se retrouvent dans une zone grise, dans un flou total et ils sont souvent pris dans des cycles de violence où ils se retrouvent dans une quête de refuge. Ils se retrouvent, en fait, ce qu'on appelle, nous, une perte d'identité. Et
nous, ce qu'on voit tous les jours, quand on parle à nos patients, quand on discute avec eux, c'est que la chose qui revient dans leur histoire, c'est qu'ils sont soumis à de la violence à répétition et à répétition. Et donc, moi, je suis allée cet hiver en Grèce et je suis allée voir les réfugiés qui sont restés dans l'île de Samos. Et dans cette île-là, il y a les réfugiés, c'est surtout des gens d'Afghanistan, d'Irak et de la Syrie. Et moi, qu'est-ce qui m'a frappé quand j'étais là, c'est les histoires. Et je vais partager une histoire avec vous parce qu'elle n'arrête pas de me hanter, cette histoire-là. Et c'est l'histoire d'une maman qui, pour moi, son histoire incarne complètement le choix cornélien. Et quand on l'avait rencontrée, elle nous avait dit qu'elle avait 3 enfants, qu'elle s'était séparée de son mari pendant qu'il était en fuite de la Syrie. Puis elle pense qu'il est mort. Elle demande l'asile en Grèce, puis depuis qu'il y a eu l'accord de la Turquie avec l'Union européenne, où le deal, c'est qu'on renvoie deux Syriens en Turquie, puis on en renvoie un qui a fait déjà ses papiers. Elle a décidé de s'évanouir dans le monde administratif du réfugié. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'est de devenir invisible. Et elle vit clandestinement. Et là, tout récemment, elle nous a dit, quand on l'a rencontrée la dernière fois, elle dit, bon, elle nous parlait de ses 4 enfants. Puis on dit, vos 4 enfants, mais on pensait que vous en aviez 3. Et là, elle nous a dit, ben en fait, elle dit, j'ai 4 enfants. Ben oui, j'ai 4 enfants. Et on a décidé d'envoyer notre fille sur la route pour aller en Allemagne parce qu'on espère qu'elle va y arriver. On l'a donnée à des passeurs. Et si elle finit par arriver là, eh bien, on pourra faire une demande de réunification familiale. Et cette maman-là, c'est autant que moi à quoi elle va être confrontée sa fille. Elle sait qu'elle va être maltraitée, qu'elle va être violentée, elle va être probablement violée. Sa mère n'est pas naïve. Elle connaît la réalité. C'est ce genre de choix-là, aujourd'hui, que les gens qui sont en fuite font au quotidien. Ce sont des choix de non-choix. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, nous sommes collectivement responsables de pousser, d'acculer les gens dans des positions comme ça qui n'ont pas de vrai choix. Donc, pour moi, ce n'est pas une crise humanitaire comme telle, je n'appelle pas ça la crise des réfugiés, j'appelle ça la crise causée, fabriquée et précipitée par l'homme. Puis nos politiques de gouvernement qui, au-delà de manquer honnêtement à leur obligation envers des hommes, des femmes et des enfants qui fuient pour leur vie, en rajoutent à contribuer à leur souffrance et à leur vulnérabilité, en n'appliquant pas la Convention des réfugiés de 1951. En plus, ils contribuent à nourrir la xénophobie parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont se faire réélire la prochaine fois. Au lieu d'avoir les vrais faits, parce que quand même les faits sont quand même là. Je veux dire, le nombre de réfugiés qui l'année dernière ont demandé asile, les 100 000 en Europe qui ont demandé asile, ça représente moins de 0,5% de la population de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment n'importe quoi le narratif qu'on a sur les réfugiés aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de mauvais réfugiés, il n'y a pas de bons réfugiés. Il y a des gens qui doivent fuir pour leur vie. Et pour moi, c'est ça qui est important de mettre en avant. Et avec le temps, qu'est-ce que je trouve extrêmement triste, c'est que le réfugié, quand on pense dans les années 60, où c'était des héros parce qu'ils fuyaient les régimes communistes, sont revêtus maintenant l'image. Donc, initialement, c'est une image de héros, après, c'était une image de fardeau, après, c'était une image de faveur, puis aujourd'hui, c'est une image de menace. Et pourquoi c'est une image de menace? Parce que les gens croient
que derrière chaque réfugié se cache peut-être le potentiel terroriste sur la place publique. Donc ça, c'est pas vrai, mais c'est ça qui est quand même véhiculé. Ce sont les régimes totalitaires, les persécutions, la faim, la guerre qui forcent les gens à se suivre. Nous, on proteste contre ça. On proteste contre ça, mais on a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens, comme je parlais auparavant, du deal de Union européenne-Turquie, aujourd'hui on a aussi le deal avec l'Union européenne, la Libye, c'est qu'on renvoie les gens et on pense que si on ne les voit pas, ça n'existe pas. On pense que si on peut transférer notre responsabilité juridique par rapport à des gens qui fuient pour leur vie. Et donc, c'est ça que moi je dis, hashtag pas chez nous. Tant que ça se passe ailleurs, c'est bon. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut se lever contre ça. Il faut combattre ça. Et il ne faut pas accepter que notre pays, le Canada, soutienne ces genres de dispositifs comme les échanges de réfugiés, comme ne pas accueillir les gens et leur offrir une protection. Ça, c'est ça qu'il faut combattre. Il y a aujourd'hui 60 000 réfugiés en Grèce et ils sont bloqués en Grèce. Ils ne pourront pas sortir. 16 000 sont sur les îles. Et puis quand j'étais là, j'ai fait la clinique mobile, j'ai vu les patients. Et puis j'ai demandé à une maman, j'ai dit, vous êtes partie pourquoi de la Syrie? Puis elle m'a regardée comme j'étais la personne la plus bête au monde. Puis elle m'a dit, parce qu'en Syrie, à tous les jours, on meurt. Puis après ça, elle m'a regardée, puis elle m'a juste dit, si j'avais su, j'étais pour perdre jusqu'à ma dernière once de dignité, j'aurais préféré mourir sous les bombes en Syrie. Nos politiques poussent les gens à prendre des routes de plus en plus dangereuses parce qu'on ne leur offre pas l'asile, la protection. Et donc, notamment, ils prennent la route sur la Méditerranée. Vous l'avez vu à télé. On a parlé du petit Allen qui s'est échoué sur les plages en Europe. Médecins sans frontières, on a commencé à faire recherche et sauvetage en 2015, 3 bateaux. On a secouru 25 000 personnes la première année. L'année dernière, 21 000. 5 000 personnes sont décédées dans la Méditerranée l'année dernière. Et pour moi, ce qui est clair, c'est que quand nous, on travaille sur ces bateaux-là, on apporte les premiers soins. C'est toujours la même chose, hein? Déshydratation, brûlure. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est ces gens-là, ils sont vraiment, vraiment dans un état de... Quand j'étais là, moi, quand je les ai vus, ils étaient sur l'adrénaline parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient pour traverser. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, la première chose qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient appeler leurs parents. Ils voulaient dire qu'ils étaient leur famille, qui avait survécu. Puis là, je m'étais dit, il faudrait bien que je parle à Mark Zuckerberg pour qu'il nous mette un iCloud pour qu'on puisse faire appeler les gens. Donc, j'ai passé mon téléphone aux personnes. Mais ce qui est clair, c'est que ces gens-là, quand ils arrivent, ils sont comme nous. Ils veulent dire à leur famille qu'ils ont survécu. Et là, c'est à ce moment-là, après qu'ils ont fait cette traversée-là, que l'enfer commence. Qu'on les met dans des centres de détention. Qu'on les traite comme du bétail. C'est là leur deuxième enfer. Et moi, je me dis toujours que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on les remette après ça dans un bateau, dans l'autre sens, puis on les renvoie en Libye, ou qu'il y a des centres de détention depuis des années. En fait, la plupart des gens qu'on a interviewés en Grèce, ils ont tous passé par la Libye, les gens qui ont fait la route de l'Afrique. Ils sont enfermés dans des maisons, dans des hangars, dans des bâtiments. Ils sont à peine nourris. Ils vivent dans des conditions sanitaires déplorables. La plupart du temps, ils me disaient qu'il n'y avait pas de toilettes. Ils sont contraints au travail forcé, à l'esclavage sexuel. Ils subissent des maltraitances. Ils sont torturés.
50% des personnes qu'on a interrogées ont déclaré avoir été détenues contre leur gré pendant plusieurs mois. Moi, je ne peux pas croire qu'au 21e siècle, on crée des zones de non-droit. On ferme nos yeux là-dessus, puis on accepte des actes de violence institutionnelle sur des gens qui fuient pour leur vie. On travaille dans ces centres-là, puis à chaque jour, on se demande si on ne devrait pas partir. Les gens vivent dans un 0,4 mètres. Puis on se dit, on va-tu devenir les complices des bourreaux? Moi, en tout cas, pour moi, ce qui est clair, dans mon témoignage de médecin qui travaille avec les réfugiés, c'est que personne ne s'embarque dans un tel enfer sans raison. Personne ne va mettre son enfant sur un bateau, sur un pneumatique pour traverser la Méditerranée puis manquer de mourir s'il n'y avait pas une maudite bonne raison. On va le dire en québécois, tout le monde va comprendre. Ce sont des choix impossibles. Ce sont des décisions prises in extremis. On ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Vous l'avez vu, là, ces médias sociaux, on n'aura pas cette excuse-là dans quelques années. On recense des réfugiés et des migrants partout. On travaille en Afrique, on travaille au Bangladesh, en Syrie, au Liban, au Mexique. On travaille dans le triangle de l'Amérique centrale, qui est l'Honduras, le El Salvador et le Guatemala. Et on va sortir prochainement un rapport qui s'appelle « Le droit de fuir » du triangle Nord-Central-Amérique. Et on parle beaucoup des grandes guerres, comme la Syrie, que les gens fuient, mais à chaque année, dans ce triangle-là, 300 000 personnes prennent la route pour un meilleur futur. Nous, MSF, on les accompagne, on fait des cliniques mobiles le long de leur parcours. Et encore là, c'est le même dénominateur commun, c'est la violence. Et aujourd'hui, nous, on veut qu'il y ait un passage sécuritaire pour ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le safe passage. Et parce que ces gens-là fuient des violences qui ne sont pas la guerre en Syrie avec des bombes, mais c'est les gangs, c'est le banditisme à large échelle, et les gens veulent fuir. Donc, on a interviewé ces gens-là, puis c'est épouvantable ce qu'on a comme statistique. 68% des patients qu'on a interrogés, on fait des dizaines de milliers de consultations par année, 68% ont été violentés dans leur transit vers les États-Unis. 47% se disent en état psychologique ébranlé, puis 30% des femmes ont été violées. C'est ça qui se passe quand ces gens-là essayent de venir aux États-Unis, puis il y en a maintenant qui essayent de venir au Canada. Donc, pour moi, mon message est assez simple. C'est que 65 millions de personnes, ça ne disparaîtra pas de la planète comme ça. On aura beau faire semblant qu'il n'existe pas, on aura beau faire des politiques qu'ils ignorent ou qui enlèvent leurs droits, on aura beau construire des murs, ils vont encore exister. Donc, MSF, nous, on dénonce les politiques gouvernementales qui institutionnalisent la violence et la maltraitance. Elle fait juste contribuer à la souffrance de gens qui fuient pour leur vie. On s'oppose aux politiques de confinement des gens qui fuient pour leur vie aussi. On trouve qu'un enfant puis une maman enceinte, ça ne devrait pas être dans une prison. On rejette la criminalisation des populations en mouvement et la répression de ceux qui essayent de les aider. On soutient et on veut que notre pays ici soutienne la Convention de Genève de 1951 qui offre la protection aux gens qui fuient et qui offre l'asile.
Puis je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui fait pourquoi les gens partent. Parce qu'on parle, nous en anglais, on appelle ça les push factors. Qu'est-ce qui incite les gens à partir? Il n'y a rien qui est en vase clos. Quand on fait des guerres, quand on mène des guerres sans limite, qu'on bombarde des mariages, qu'on bombarde des écoles, qu'on bombarde des marchés et qu'on bombarde des hôpitaux, bien, les gens vont fuir. Les gens ne voudront pas rester. Puis nous, on les a interviewés, hein, les gens. Puis vous savez, on avait fait une enquête sur les gens qui avaient fui la Syrie. Puis savez-vous quoi? On leur demandait quelle est la chose que vous avez apportée avec vous. Ils avaient tous apporté le trousseau de clés de leur maison. Parce que tous espéraient retourner chez eux à un moment donné. Donc, des guerres sans limite, des guerres où on attaque à répétition des hôpitaux, puis qu'on nous fait croire que c'est des erreurs, bien, ça fait que les gens partent. Et c'est important de mettre les deux ensemble, parce que si on n'arrête pas de vendre des armements, si on n'arrête pas aussi de faire la pression pour que les gens respectent le droit international humanitaire, où on doit épargner le civil dans les guerres, bien, les gens vont encore fuir. Et moi, j'essaie de toujours faire appel au gros bon sens, à notre humanité commune. Je pense que tout le monde comprend que quand tu es en train de te battre pour ta vie dans un hôpital, que tu sois à Sanaa au Yémen, à Alep en Syrie ou à Sainte-Justine à Montréal, ben, tu ne devrais pas être bombardé. Puis on a besoin d'aide, parce qu'on a passé une résolution au Conseil de sécurité l'année dernière d'arrêter de bombarder les patients, les hôpitaux, les médecins. C'était la résolution la plus soutenue à travers l'histoire du Conseil de sécurité. Plus de 80 pays. Ça n'a rien changé sur le terrain. On continue à être bombardé. Il faut dire à notre gouvernement qu'on respecte le droit international humanitaire. Il faut quand même que je dise quelque chose sur le Canada. Le Canada a soutenu la résolution 2286. Et nous, on espère que le Canada va faire plus qu'accueillir que 40 000 et 81. Le 1 est important, réfugiés syriens. Et c'est important qu'ils en accueillent plus ou qui au moins qui arrêtent de s'en vanter s'ils ne veulent pas faire plus. On reconnaît quand même qu'ils ont réinstitué l'accès aux soins pour les réfugiés depuis l'année dernière. Mais on trouve déplorable qu'aujourd'hui, notre gouvernement au Canada permette le recours à la détention des immigrants, à les interdictions de séjour, puis viennent signer un accord avec les États-Unis sur ce qu'on appelle l'asile, l'entente sur les tiers pays sûrs. Ça se dit mal en français, c'est Safe Third Country Agreement, qui en gros, quand quelqu'un arrive ici, un réfugié, on le renvoie aux États-Unis, même s'il y aurait le droit, parce qu'on dit qu'il est passé à travers d'un pays qui est les États-Unis qui est safe, donc on le retourne là-bas. Peut-être pas tout le monde qui a envie de vivre aux États-Unis de nos jours. Donc, pour finir, je ne sais plus quoi dire, puis je ne sais plus comment le dire par rapport à la crise des réfugiés migrants. On a fait un sommet l'année dernière, en septembre, un sommet sur les réfugiés à New York, où toute la terre entière est invitée. Puis on n'a même pas réussi à voter une résolution pour qu'on empêche de mettre les enfants en détention, les enfants réfugiés. Je trouve que c'est un échec incroyable. Et je vous dirais que, pour moi, la crise des réfugiés migrants, ça va rester dans l'histoire, parce que c'est une des crises qui nous divise le plus aujourd'hui.
Et les crises qui nous divisent le plus sont les crises qui nous définissent. Et je crois que ça sera une tâche morale dans notre histoire. Donc moi, je pense que on ne peut pas empêcher des parents de rêver pour un futur pour leurs enfants. C'est normal. Tout le monde veut un futur pour leurs enfants. Et donc, pour finir, je vais vous laisser avec ces mots-là de quelqu'un qui s'appelle Martin Niemöller, qui était à Dachau, puis il a dit « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus me chercher. Il ne restait personne pour protester. Merci. That was an extraordinary talk, very, very moving. I'm afraid mine is going to be not only in English, but also a bit more practical. I'm Dutch, and we lack a certain... So one way of starting is to say that we have two migrating subjects recognized in law, the refugee and the immigrant. The law is a bit old. It needs to get revisions, etc. It's really law that comes out of World War II to some extent. I think we have, well, I should say the immigrant is a strong subject. She leaves behind a place she wants to contribute to, a place she doesn't want to forget, a place she might go back to. That's very important. And it takes actually a particular kind of courage to be an immigrant. And that is why there are so few. Given the population of the world, given the inequalities between countries and regions, the real question about immigration is the immigrant, I mean a very specific subject. Why not more? And one very quick, simple, perhaps a bit dirty, simplistic answer is that it takes a lot of courage to be an immigrant, even if there is law that might accept you when you arrive at that country. Refugee is a very different subject. You might have very strong subjects in there and very vulnerable subjects. They are forced out. I think today, in today's world, and maybe a story that begins 20 years ago or so, we have a third emergent subject. And when that subject appears at our borders, she is invisible. No matter the materiality of the body, there is no law that recognizes her. And it is a kind of refugee of economic development. So one core image I would like to leave with you is something that we can refer to as a massive loss of habitat. And in a way, these new migrants, this third subject, signals the making of new histories. Now, the migrations that were described by Joanna involve a mix, I think, right? Some of them are simply war refugees, but there are also others who are refugees, ironically, and that's the subject I want to focus on a bit, of certain kinds of economic development. When you look at the world today, there is a lot of, when you look at it through, say, an image of a satellite, all that empty green space, it might look empty, but it's more or less all bought up. So that also, to me, signals something about where's the frontier today? If you think of the frontier as that space
where actors from different worlds have an encounter for which there are no established rules of engagement. In our imperial past, it used to be the edges of empire, and we basically slaughtered them. Today, those edges don't exist anymore. It's all owned. There are 35 countries that are buying land, buying land, and then there are about 100 corporations. Nestle, Coca-Cola, they buy big pieces of land just to extract water. By the time they're done, they leave behind dead land. Mining, the 8 new mining elements that were on the Mendeleev table, nobody knew what they were for. Now we know. It's our electronic revolution. Vast stretches of land destroyed. And I could go on and on. Plantation economy. Those 35 countries that are buying vast stretches of land, especially in Africa, in Latin America, certain parts of Asia. The Saudi Arabians, for instance, just bought much of the rural land of Bosnia. It's happening in Southeast Europe too. And what happens to the people whose land is bought? In the case of Bosnia, they gave them money. They said, you are retired now. You don't have to work. They were very happy, actually. And now, instead of the poor farms, you have wheat growing. The image I want to leave you is that even if through the satellite it looks like there is a lot of empty land, there is very little empty land. So that third subject that I'm talking about is a subject of particular modes of economic growth. One very important fact, that growth registers as a positive in national accounts of the economy. So there is a double invisibility that attaches to the estimate between 1 million and 3 million that are thrown out of their land every year in the last 10 years. It has been escalating. So not only is there no law for this subject, this third type of migrating subject, it is also the fact that the countries where they come from, it looks great. It's more growth. When you replace smallholder agriculture with a big modern plantation, the GDP per capita of that country goes up. The land will die soon because plantation economy does not enable the land, the earth, to live for long. So this third migrating subject is not only invisible because there is no law, it is also that the models that we use to measure what is good, economic growth, see it as a positive. The more they leave, the more land, they leave because they have been expelled, but de facto then, the more land there is to grow crops, to do mining, to extract water. Now, so this is, I see that, so I have a law, I always forget that I have the slides over there. So one framing that I want to bring in, and clearly it involves also climate change, but I wanted to emphasize these economic modes because of this ironic positive measure that involves. But in the end, what we're talking about is a massive loss of habitat. And I am very interested in understanding whether some of what we see as war refugees are actually also being expelled from their land. We know that in certain parts of Latin America, I grew up in Argentina, a lot of the land has been bought. The famous gauchos, I don't know how many of you, anyhow, right. So they are all sitting in the bar the whole day. They have nothing to do because everything is soy. They don't need their skills to move, hundreds of thousands of cattle. Now, here I just very quickly, the list of items that produce this. Here, very quickly, these are all areas where we have massive water scarcities, and a lot of the developed countries also do. I do think that Canada is very special. It's so different from the United States, except that your mining companies
are not the kindest either. Mining companies have a very hard time being kind. And here this is a very important datum. When the earth gets hot, it's dying. So the famous Midwest in the United States, where when you go, you know, they call it modestly the bread basket of the world. In the last 3 years, the temperature of the earth, la tierra, has been going up, up, up. It's dying. One day, poof, it will be dead. This just happened to a big stretch of land in California. So what we're describing is a situation that is not only in poor areas, it's also in rich areas. And it will produce a kind of that third subject, that migrating subject that I'm talking about. Now, here are some examples, just very, very quickly, about the amount of land that is being bought. And again, I want to move very fast here. Very important datum. Most of the land that is being bought, especially I'm talking about those 35 foreign governments and 100 big corporations, 100 plus, a lot of it has gone for biofuels. Biofuels means that you are killing the earth faster than if you were growing a crop. So, and it sort of poisons the land around it. So the image again that I want to leave you with is this notion of a massive loss of habitat. Yes, climate change, but also of course, our modes of economic development. This, just to put something else on the picture, these are numbers, I mean, these are clearly estimates of slavery in the world. Partly, that slavery, that doesn't fall from the sky. That exists because of these new modes of economic development that we have, where you need masses of people, and because those people are vulnerable because they're losing the little bit of land that they had, slavery is also thriving. Now, I want to focus on two cases that illustrate some of what I'm talking about. And here what I want to emphasize is that the usual explanation, which is violence, is not enough. Violence doesn't fall from the sky. Violence is made. So the question is, who's making it? What lies behind that? And so, in some ways when they say la violencia or violence, it's like an easy way to explain. But I, as a researcher, I have to interrogate how it happens. Now, so here again, you know, I think part of the story is a loss of habitat and all of that. So I want to quickly focus on the apprehension of unaccompanied children. It's also Central America, but this is not everybody. This is unaccompanied children, whose numbers have gone up rather sharply. And they come mostly from Honduras, from Central America. This is not so much a Mexican story. This is Honduras, Guatemala, Salvador, which are, of course, countries of extreme violence. I think Joanna already mentioned that as well. Now, here is the growth curve. These are those three nationalities, and it really takes off in 2011 and goes up very, very sharp. When those who arrive at the United States, you realize they have to cross the whole of Mexico. We don't know how many die on the road, how many are kidnapped to work in fields or in mines or in this global sex industry. We just don't know that. Or wind up in nice little churches around that is also happening, you know, where there are nice priests, etc., protecting them. But it's a very sharp curve. Now, when these children are asked, why? Why did you leave? Why were you willing? Most of them have lost their parents. And they always say the same thing, la violencia. Now, I went and did quite a bit of research. What lies behind it? Why at some point? And so here is part of the story. Part of the story is a massive, massive amount
of land grabs. Every year. And it's a story that starts 20 years ago. But at the beginning, there were other places where the small, poorer farmers could just move to. But now, in the last 10 years, there's no earth left. It's all, the parents came with the children to the cities. The cities in Central America, there is not much job activity there. There is drug dealing, there are gangs, etc. Many of the parents died, and so the children left. And so from the experience of the children, it's the violence in the city. But for me, as a researcher, it started in the countryside. It started with those now often very fancy and modern plantations. There are some famous names involved here, the Dinant family in Honduras, etc., etc. So the World Bank, for instance, has given them prizes for doing such modern agriculture. I have fought this very hard. I went to the World Bank and I said, you're giving prizes to landowners who already started with a lot of land, grabbed more land, have private armies that kill. In Honduras alone, you have over 100 people who have been murdered, either activists, indigenous activists, human rights people as well. So, la violencia, as the children see it, is something that started in the countryside. And it keeps on going. And in the city then, the parents, they see their parents dead, and that, what else are they going to do? They take that extraordinary trip. Now, I want to, so I hope I was clear here. I want to go to a second case, the Rohingya, which some of you must have heard about. They are a Muslim minority that has actually lived in Rakhine State in Myanmar, Burma, for centuries. This is not a new group that has arrived. They have been there for a very long time. And again there, in the analysis, this has been in the newspapers a lot, the analysis is basically violence, religious persecution, etc. Now, here, the story is a bit more complex. And I have written about both of these, including newspaper articles that you can, in The Guardian, etc., if you want more details. But in the case of the Rohingya, sure, the fact that they're Muslim has been a long-term source for persecution, for their persecution. But now it intersects with something else. And that intersection becomes visible in the case of the Rohingya in 2012, when they shoot a whole bunch of these Rohingya dead, and they put them in an encampment. 2016 is the other marker, more of that. They remove them from their land. So I went back and I looked at the data. The amount of land grabbing that is happening in Myanmar, and let's remember Myanmar is a very big country. It's the biggest country of Southeast Asia. People often think that it's this little country. No, it's a very large country. A third of the forest, and it's a huge forest in Myanmar, is dead due to the timber industry. I can go on and on. Big dams have been built that have eliminated water supplies to all kinds of rural people. I went digging. The government, so I found a document. The government, which is basically, no matter Aung San Suu Kyi, it is military, is still very strong. For the first time, they have allocated 1,600,000 hectares of land in Rakhine State for economic development. The army is the main land grabber in Myanmar. Well, yes, that is why they removed so many of the Rohingya. Yes, religion, but religion, focusing just on religion, leaves us without noticing a much deeper history, a much, in a way, more brutal history of throwing them out.
And so, but the imagery really, here is some, just to get the Andaman Sea, which is the main sea in the region there, functioned a bit like the Mediterranean functioned in the migrations to Europe. It became the sea where you had these floating ships with Rohingya and other kinds of persecuted people, because, it's not just the Rohingya. And you have a lot of, so here are some of these movements, and you have a lot of the trafficking routes. So the Andaman Sea and the Mediterranean, they are worlds where you see very similar stories, even though the details are very different. Here is another image. Here you see it very clearly. And that is a huge area. Now, when I look at the world the way I am describing to you, what does the world look like? Like here is, I think Johanna also showed this. These are areas where the violence is very high. It leaves out Burma. It does keep in the Central American countries, but there is a lot of stuff happening, I would say, including in the United States, in terms of expelling people, etc., small farmers. So one question we can ask, is there kind of a new systemics, a logic, and for me there is a new systemics, and it's a logic of extraction and of the making of predatory formations. Other language that I like to use is the notion that what dominates our current era are logics of extraction. Even the Googles of this world, which I love the platform they have, how could we do without Google? But Google is an extractive sector. It's like mining. Once it has extracted, it doesn't care. So Google extracted information about all of us for zero money, and then sold it at a very high price to firms. That was a very quick way, say, compared to the auto industry, of making a very big pile of capital. Facebook is even worse. So there is a lot of sort of these extractive logics that runs through our current economy. And the land grabs, which are very visible things, are just one part of it. I just want to emphasize that. Now, given this notion of loss of habitat, and given something that I did not talk about, which is the amazing amount of capital that is going, and in your case, Toronto, I think, is number one, and Vancouver, that is going into just buying or developing huge buildings, even if those buildings are empty, which for me, in other words, it's about land grabs, it's about grabbing urban land, and I'm looking at the top 100 cities in the world that are recipients of this type of capital. So one year, 2014, it was about 600 billion that went just into buying properties, no development. This is not about building, no, that's just one part of it. And this past year, it was over $1 trillion. Toronto is on there, so is Montreal, by the way. Now, one image that I want to leave you with, and I conclude, are two sort of rising urban formats. This is one. I mean, this is both of them, right? So this is what we in Latin America call la periferia. Very dense settlements, some of it is regularized, some of it is illegal, so to speak. And then in the back, all these towers. I should say that both of these are real images, but there is no part in the world where you can stand and see them juxtaposed this way. This is an artist put them together like that. But these, I think, all those expulsions, all those people for whom the first move, who are expelled from their land, especially in the global south, for whom the first stop becomes la periferia, slums, if you want. There are some good slums and some very bad slums, but slums. The fact that they were expelled from their land becomes invisible at that point as well. I'm very struck by how much of what I find in my research is material, but it's invisible. We don't see it. We don't see that the people who left those rural areas where they had knowledge about how to keep the land alive for millennia wind up being seen by us as slum dwellers.
We've lost something. We've lost the knowledge they have about keeping the land alive, and we've lost a truth, if you want, a fact. And here is a famous image, I'm sure that many of you have seen it, where you can see this growing expansion of both ends, you know, the towers of the rich and the slums of the poor. And if there is no land, and we're getting there, we built our shanty towns on water. And this is happening more and more, including building shanties in Latin America, for instance, on areas which are very prone to floods. So they wind up, this is Asia clearly, but so for me, besides the familiar subjects, the refugee and the immigrant, two very distinctive subjects recognized in law, there is this third emergent subject. And I think that subject marks our modernity. That is a third subject that is an indicator, is a messenger, if you want. It tells us a larger tale about a massive loss of habitat. Thank you very much. Alors, merci à toutes les deux. Si la dernière présentation était en anglais, nous aurons une discussion en français, une langue que vous maîtrisez très bien, et nous vous en remercions. Lorsque j'écoutais vos deux communications qui me semblaient complémentaires sur plusieurs aspects, par le ton, par la forme, mais aussi beaucoup par le contenu. D'un côté, nous nous intéressions à la question des personnes réfugiées en raison de leur extrême vulnérabilité suite à des conflits, pour l'essentiel, des conflits, des guerres. Et de l'autre côté, en fait, ce que ça permettait de rappeler, c'est que la voie des armes, n'est pas la seule violence, qu'il existe une violence extraordinaire qui fait en sorte que des personnes se trouvent, comme vous le rappeliez, obligées de se déplacer. Ce n'est certainement pas un choix, et comme vous le rappeliez aussi, elles doivent puiser dans beaucoup de courage pour ce faire. Aussi que les mesures économiques mesurent ça dans un sens positif. Totalement. Ça, c'est assez sérieux quand même. Voilà, donc c'est le point où je voulais en arriver, c'est-à-dire que, me semble-t-il que je vois deux problèmes émerger, ou au moins deux, il y a de nombreuses discussions qui pourraient être faites, mais il y a un premier qui est celui d'une forme de responsabilité collective. Là, c'est peut-être le philosophe qui parle et qui tout de suite a besoin d'associer ça à des concepts moraux, mais question de responsabilité collective, c'est-à-dire que, en fait, loin de donner l'impression que nous voulons, disons, améliorer les choses, en fait, on dirait que tout est fait pour que les choses empirent, d'une certaine manière, ou au moins que nous puissions tirer un certain avantage de la situation, donc tirer avantage de personnes qui sont parmi les plus démunies ou qui sont placées dans les situations les plus difficiles. Au point où, comme vous le rappeliez, ça peut être même revu comme un facteur de développement économique, c'est-à-dire c'est une exploitation au sens premier du terme. L'autre point, c'est celui de la responsabilité individuelle. Et là, je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi relevé dans les deux exposés. C'est la première réaction de la plupart d'entre nous lorsque nous entendons ces chiffres ou lorsque nous entendons par exemple des témoignages ou lorsqu'on nous parle d'un portrait plus direct, si j'ose dire, de la situation, la plupart d'entre nous vont avoir une espèce d'attitude de recul qui va faire en sorte qu'on va tout de suite penser que c'est les gouvernements qui sont en faute, comme si les gouvernements, en fait, ou les grandes entreprises internationales fonctionnaient toutes seules. Comme si, en fait, nous n'avions pas aussi une part de responsabilité. Et l'exemple que moi je donne toujours à mes étudiants, c'est par exemple l'Afrique des Grands Lacs et la situation au Congo, qui est largement, enfin c'est un conflit qui est largement alimenté par notre consommation d'appareils électroniques. Donc j'aimerais vous entendre sur ces deux aspects des choses, c'est-à-dire à la fois sur ce que vous pensez en termes de responsabilité collective, mais aussi qu'est-ce que ça signifie pour chacune d'entre nous, comme type d'action. Et je ne parle pas ici de charité, bien sûr, là je parle d'action politique, sociale, que chacun d'entre nous pouvons faire pour faire pression afin que les choses, sinon changent, du moins n'évoluent pas vers le pire.
Je ne sais pas laquelle d'entre vous voudrait commencer, peut-être vous, Madame Je Sassen. peux commencer, oui. Alors, c'est pas facile pour moi de parler le français, hein, mais quand même, j'essaie. Alors, moi, je trouve qu'il y a deux tendances qui compliquent la chose, compliquent la possibilité de vraiment comprendre qu'est-ce que se passe. Une est que la manière dans laquelle nous mesurons, we measure, les économies, ça devient qu'on mesure seulement ça que marche, que fonctionne, et on laisse, we leave out, beaucoup de choses négatives. Par exemple, le GDP per capita, c'est vraiment une mesure très problématique, parce que ça veut dire parfois qu'on est en train de détruire la terre, the woods, hein, comment dire, le bois. La forêt, oui. Alors ça, c'est très problématique. Secondement, il y a une espèce de shrinking, comment on dit shrinking en français? Rétrécissement. OK. Un rétrécissement. Yeah, smaller. De l'espace opérationnel de l'économie, parce qu'on ne compte pas tant de choses. Les activités dans le slum, c'est tout ça. Non? Alors il y avait une époque quand la logique dominante, après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ça commence un peu en avant déjà. La logique dominante, c'était une logique de consommation de masse qui avait un effet un peu ironique, parce que ça voulait dire que même la corporation la plus nasty voulait que le gouvernement aide à le ménage parce qu'il pouvait consommer more. Alors maintenant, on a lassé ça. Il y a encore la consommation de masse, mais la logique dominante est extractive. Alors le monde de la finance, par exemple. La finance, la banque traditionnelle, c'est le commerce. Ça vendait, it sold money that it had, pour un intérêt. Les finances, je dis toujours, vendent quelque chose qu'ils n'ont pas. La finance est radicalement différente de la banque traditionnelle. Alors la finance est vraiment extractive. Google, comme je disais, alors beaucoup des espaces économiques, des enterprises qui dominent notre modernité de maintenant, depuis 1980, disons, quand on commence la dérégulation, la privatisation, tout ça, sont vraiment extractifs. Par exemple, j'aime toujours dire, quand la dette des étudiants aux États-Unis est devenue maintenant $1 trillion, cette dette. Alors, la banque traditionnelle ne sait quoi faire avec dette. Finance, hey, $1 trillion, negative doesn't matter, I can work with that. Alors, ils savent vraiment comment extraire de valeur, même si c'est at the cost of the others. Alors, ils ont aussi insisté que cette dette, les étudiants ne peuvent jamais échapper de cette dette. Alors, ils ont $1 trillion work. Alors, quand on commence à voir the innards, comment on dit le innards? Ce qui fonctionne. De l'intérieur. The innards des secteurs qui dominent notre économie d'aujourd'hui, ça devient très, très problématique. Alors, je ne vois pas une solution facile au niveau d'économie, parce qu'il faut vraiment reconnaître toute une série d'autres modalités que doivent être part de l'économie, mais qui ne produisent pas cette profits, etc. Non? Alors, donc je ne sais pas comment ça connecte avec le travail que donc, ce que je vois bien, c'est que on voit que la difficulté, en fait, c'est que par rapport à ma question, c'est que la responsabilité individuelle ou la responsabilité collective des gouvernements se trouve mise en péril d'une certaine manière, parce que de toute façon, il y a des structures économiques qui font en sorte que l'action des individus ou les actions des gouvernements est très difficile. Quelle est votre réaction par rapport à ces enjeux? Je crois que oui, on est beaucoup gouverné par l'argent, puis on dit toujours « money talks ». Donc, mais je pense que ça ne nous dédouane pas de notre responsabilité collective et ça ne nous dédouane pas de notre responsabilité sociale individuelle. Et je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un monde qui est, d'une part,
menée par l'argent, mais de l'autre part, est menée aussi par la peur. Donc, on a un régime de peur et on a un régime d'argent. Donc, moi, je fais partie plus du régime de peur. Puis le régime de peur, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se permet d'avoir des guerres qui ne respectent plus ce que j'appelle nos engagements collectifs de solidarité, qui est le droit international humanitaire, parce que c'est le fait qu'on fait la guerre contre le terrorisme. On se dit, dans l'hôpital, là-bas, il y a des terroristes qui se cachent, et donc on accepte qu'il va y avoir des dommages collatéraux de civils, ou dans le marché, ou dans le mariage. Donc pour moi, la responsabilité collective, c'est que je crois que, personnellement, aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut se lever et dire fort qu'on a des idéaux, ce que j'appelle des idéaux collectifs de solidarité, et qu'on ne veut pas reculer, qu'on ne veut pas renier ces idéaux collectifs de solidarité, qui sont le droit international humanitaire, qui sont la Convention des réfugiés, qui est la Cour pénale internationale. Les reculs qu'on a assumés dans les dernières années, pour moi, sont historiques, et c'est traité comme un non-événement. Donc, pour moi, il y a un réel problème. Et moi, j'en ai vraiment, vraiment marre de me faire dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas tous être des médecins sans frontières. » Vraiment, là, ça, c'est n'importe quoi, ça. Je veux dire, vous avez le droit de voter. Hein? Je veux dire, les réfugiés, leur plus gros problème, là, c'est qu'ils ne sont pas les constituants de personne. Ils ne peuvent pas voter. Donc, ils ne peuvent pas dire à un gouvernement, là, ben, si là, vous ne faites pas attention à moi, là, ben, la prochaine fois, je ne voterai pas pour vous. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Comment ça marche? Donc, avoir un vote, être un citoyen d'un gouvernement, il faut utiliser ce pouvoir-là. On l'a déjà fait au Canada. En 2008, on était dans les rues, puis on a dit, on ne va pas à la guerre d'Irak. Mais vous savez quoi? On n'y est pas allé. Et donc, aujourd'hui, moi, je fais appel à la société civile de se lever puis de dire ce qu'on veut. On ne veut pas des régimes de peur, puis on ne veut pas des régimes de prédation. On croit, et nous avons, des idéaux de solidarité collective. J'y crois. Oui. Ce qui est très d'accord, je suis d'accord avec ça. À la peur dont vous parlez, moi j'ajouterais que malheureusement il y a aussi une logique d'indifférence. C'est-à-dire que d'une part, il y a par exemple des gens qui vont avoir tout simplement qui ont de bonnes raisons d'avoir peur parce qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. Comme vous le disiez, par exemple, des personnes qui vont se retrouver réfugiées qui n'auront pas la possibilité de protester. Je pense par exemple aux gens qui se retrouvent dans les camps en Hongrie, n'ont absolument aucun mot à dire sur la façon dont on les traite, et la communauté européenne regarde le spectacle sans agir. Mais ce qui est fascinant, c'est que sur bon nombre d'enjeux, il y a bien sûr la question du droit de vote, mais il y a aussi, d'une part, le fait de s'informer, c'est-à-dire de comprendre exactement la réalité des choses, c'est-à-dire de prendre le temps de tout simplement de savoir quels sont les problèmes liés à la question des réfugiés et à la question des vagues migratoires. Et l'autre question aussi, c'est tout simplement de mettre l'épaule à la roue, c'est-à-dire d'intervenir, d'être présent dans l'espace public pour justement soit appuyer des organisations comme la vôtre ou collaborer à des organisations, pas simplement être le spectateur qui regarde les choses et qui se permet, disons, un certain discours critique, mais en se disant que lui n'est pas concerné par le problème, par le simple fait que lui se permet un discours critique. Parce que des gens qui vont, par exemple, intervenir et qui vont juger le sort du monde, mais qui ne croient pas en faire partie. C'est un peu comme s'ils étaient en dehors de la situation. Alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que nous faisons partie du problème. Nous sommes des parties prenantes du problème. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. Moi j'ai un projet maintenant, que c'est un projet petit, mais comment relocaliser dans the neighborhoods, par exemple, le neighborhood, comment on dit ça, le voisinage, oui. Des activités que maintenant on a déléguées un peu à des grandes multinationales. Alors la forme rhétorique que je le dis en anglais, do we really need a multinational to have a cup of coffee
in our neighborhood. Vous comprenez? Alors, parce que chaque fois qu'il y a une franchise, Franchise. une partie de la capacité de consommation de le voisinage va à headquarters. Et aussi, par exemple, le petit endroit où on pouvait acheter des fleurs, etc., que c'était mom and pop shops, hein, il avait la connaissance de quelle plante, quelle fleur acheter. Maintenant, c'est toutes franchises. Alors, il n'y a aucune forme de connaissance. Il reçoit l'instruction de headquarters. Je m'explique ou non? No, You understand what I'm saying, right? So, il y a tant de petites modalités où on peut commencer. Ça, c'est notre vecteur de la violence et tout ça, mais c'est la vie quotidienne, disons, n'est-ce pas, le quotidien. On peut commencer à relocaliser, à récupérer des formes de connaissances, à récupérer la capacité d'initier et tout ça. Alors ça, c'est une petite modalité d'intervention. Mais la plupart des gens dans le monde, ou dans la ville, disons, habitent dans ces espaces. Alors pour moi, ça devient très important. C'est pas dramatique, c'est pas, vous savez, mais ça commence à récupérer quelque chose. Parce que nous sommes vraiment en train, dans notre grande ville, dans notre, soit le sud que le nord, hein, à perdre des capacités. La plupart des gens perdent des capacités. Il y a quelqu'un qui acquise des capacités, mais c'est une situation assez... je ne crois pas que c'est bien ce que se passe. Ce qui entraîne aussi les difficultés. Par exemple, je prends le cas des régimes de retraite où des gens vont collaborer à des économies de guerre sans même savoir en fait qu'ils le font, et parallèlement à ça vont essayer de donner à des organisations comme Médecins sans frontières, à d'autres, mais il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que, et on ne va pas leur reprocher, bien au contraire, de donner à des organisations, mais il se trouve qu'ils sont placés dans des situations totalement paradoxales où en fait ils ont relativement peu de contrôle sur ce qu'ils contribuent à alimenter. Et là, effectivement, vous avez tout à fait raison, là il y a aussi une question de parole citoyenne qui va faire en sorte qu'il doit y avoir une dynamique différente. Écoutez, je propose que nous passions immédiatement aux questions du public. Donc s'il y a des questions... Je voulais savoir, ça serait peut-être plus à Mme Sassen, y a-t-il des mécanismes qui peuvent être mis en place pour, dans le fond, empêcher les activités de nature extractive des entreprises? Si de tels mécanismes existent, et en fait, si c'est possible d'identifier des activités de telle nature? Alors, ce que je disais maintenant, de récupérer au niveau de voisinage, de petits espaces, ce qu'on peut faire là, et pas perdre la connaissance, ça c'est une chose. Deuxièmement, et il y a beaucoup de nous, académiciens, que nous sommes en lutte sur ça, de redessiner les mesures que nous utilisons pour établir que quelque chose c'est bien pour une communauté, pour une ville, pour un pays, et ça que c'est vraiment négatif. Parce que maintenant, on existe, comme je dis, une situation où on mesure comme positive des choses qui sont vraiment mauvaises pour une grande majorité de gens, et ce fait est invisible. Alors, comment faire visible le mécanisme interne de innards, hein, de notre système, et pas seulement une espèce de surface? Alors, ça c'est... Après, je crois que les classes politiques, they have failed us. Our political classes, il y a des exceptions, hein, certainement. Mais la plupart, je trouve, de politiciens que moi je connais, soit Europe, soit Amérique latine, soit Amérique du Nord, what I say it in English, they don't do their homework. Tu sais ce que je veux dire? Il faut qu'ils étudient. Ils pensent que la technologie maintenant est tellement compliquée, on délègue au secteur. Les finances, tellement compliquées, on délègue. Non. On peut le comprendre. It's not, rocket science, comme on dit. Alors, je crois qu'il y a vraiment travail à faire. Et nous, les citoyens, ça importe. Et nous devons être des witnesses à l'ignorance de la plupart de nos politiciens. They should be on top of things. Et maintenant, ils ne sont pas. Alors, je n'ai pas regardé toute la zone de
de tragédie, de guerre et tout ça. Ben, ça, c'est l'hollandaise, my Dutch, very practical. We can start tomorrow. No, it's true, it's true. Merci. Merci à vous. Bonjour. Je voulais vous entendre parler de ce que vous pensez sur les visas humanitaires, notamment dans le cas de MSF, dans quelle mesure ils peuvent se mettre en place. Ils peuvent aussi éviter les divisions entre les différentes sortes d'immigrés, de réfugiés et aussi les personnes pauvres qui sont sur les pays en question. Et dans quelle mesure ils peuvent rendre la voix politique à toutes ces personnes-là qui sont souvent écrasées dans ces camps de réfugiés. Nous, on ne soutient pas vraiment les visas humanitaires comme tels, en gros. On ne soutient pas, en fait, les étiquettes sur les gens. Et c'est une des raisons pourquoi moi, j'utilise ni le mot migrant, ni le mot réfugié, mais on utilise le mot de déplacement forcé. Parce que, d'une part, et on est quand même conscient que chaque mot a une part légale qui vient avec. Mais la raison, c'est qu'aujourd'hui, la crise est telle que qu'importe, nous, notre propos, c'est que qu'importe la raison pour laquelle les gens ont fui aujourd'hui, on considère qu'ils doivent être traités comme des humains quand ils arrivent dans un autre endroit. Et aujourd'hui, on ne fait pas ça. Je l'ai vu à maintes et maintes reprises en Grèce, je l'ai vu en Italie, je l'ai vu dans les Balkans, je l'ai vu partout. Et donc, on veut qu'au moins, on soit capable de traiter avec humanité des gens qui se déplacent, même s'ils n'ont pas le droit à la protection et à l'asile selon les conventions de 1951 pour les réfugiés. Donc, moi, les étiquettes, on aussi se bat contre ça parce qu'on a vu la dérive sémantique, le fait qu'on parle toujours de migrants et non de réfugiés. Sur les 65 millions, on sait qu'il y a 41 millions de déplacés internes, puis on sait que les 24 autres millions, c'est des réfugiés. Mais on utilise, à escient politique et calculé, le mot migrant parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de droit d'asile puis de droit de protection. Donc c'est pour ça que moi, tous ces étiquettes-là, on essaie de les éviter. Et d'ailleurs, on sait, juste pour être complètement candide sur le sujet, on s'est engueulé fermement à l'intérieur d'MSF sur les termes qu'on était, puis finalement, le mot sur lequel on a atterri, c'était déplacement forcé. Yeah, forced displacement is a good term, absolutely. Oui, moi, en fait, ma question, c'est pour Madame Liu, peut-être un peu plus. En fait, non, pour les deux. Vous parlez surtout des push factors, des raisons qui font en sorte que les gens s'en vont et de la réticence des pays à les accueillir. Mais pourtant, à travers les médias, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup une espèce de réticence culturelle par rapport à ça, dans le sens où les gens se sentent menacés culturellement parce qu'ils ont une vision des Syriens, des Libanais ou des pays arabes plus en général, qui va un peu... qui est un peu exagéré, qui est peut-être un peu déformé aussi. Et les gens ont peur, surtout au Québec, où il y a déjà une question identitaire qui fait débat. Les gens ont peur, en fait, des migrants. Ils ont peur du choc culturel. Ils ont peur que ça ne fonctionne pas. Et dans le fond, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous auriez des espèces de mécanismes ou de solutions peut-être à proposer pour justement régler ce problème de conflit culturel-là qui fait partie, en fait, de la réticence à recevoir comment vous avez dit ça? Des déplacés forcés, c'est ça? Des gens en déplacement forcé. Voilà. Je voudrais quand même dire quelque chose sur ce que j'appelle les push factors. Qu'est-ce qui incite les gens à partir? C'est quand même... c'est quand même l'adversité. Ça peut être une adversité de violence, ça peut être une adversité de la guerre, ça peut être la famine, c'est plein de choses. Et nous, en tout cas, en tant qu'organisation, on a décidé qu'on ne jugeait pas ça, mais il demeure que c'est des réalités et ça fait que les gens, à un moment donné, s'embarquent sur un bateau ou ils s'embarquent sur un train. Mais la vraie réalité, c'est que les push factors ne changent pas, mais l'autre réalité, c'est que les pull factors ne changent pas. Qu'est-ce qui attire les gens? Puis quand on parle aux gens là, qui arrivent dans des pays en Europe ou ailleurs, parce que nous, on travaille en Europe, aujourd'hui, sur nos 1,3 milliard d'argent, on en dépense 12% maintenant en Europe parce que les gouvernements ne veulent pas faire leur job selon les conventions de réfugiés, c'est que les gens nous disent, mais attendez, hey, wake up! Vous êtes aussi riches que vous l'avez été il y a 3-4 ans. Donc, nous autres, c'est attrayant. Même si on vit en clandestinité, là,
Puis même si on fait des affaires en cachette, c'est bien plus fun que d'être sous les bombes en Syrie. Non, mais il faut quand même comprendre ça. Je veux dire, donc, puis moi, là, en tout cas, là, je vous mets à défi, là, tout le monde qui s'étire la bouche en cœur, là, que, sacrifice, il y en a combien qui ont une femme de ménage puis qui ne la payent pas sur le noir ou qui n'utilisent pas le roumain pour faire les rénovations de leur maison? Je veux dire, faut être quand même logique dans ce qu'on fait. Hein. Je veux dire, on donne un terrain fertile, puis ça nous accommode. Donc, on accepte les migrants quand ça fait notre affaire, puis après ça, quand ça ne fait pas notre affaire, ben, on met des barrières puis on bâtit des murs. Well, I mean, the history, we have good records that show that at one point, race, we now think it's race, it's culture, but say when Haussmann, Baron de Haussmann, was rebuilding Paris, he knew he needed foreign workers. He knew he had to be careful because there had been conflicts with the Italian workers in the south of France in the salt works. So he said very carefully, I'm going to bring in German and Belgian Catholics who are all white. And they came to help rebuild Paris. And guess what? The French workers said, they're the wrong Catholics. Now, that is an indication. When the Irish came to the United States, they were, white, etc. So we have a built-in resistance. I mean, this is like I don't know if it's culture or comfort. I don't know what it is. But it is quite peculiar to see that. And then when the Muslims appear, I mean, there was a time when the Muslims, they were not what they are now. Then I'm Dutch, the Netherlands has had cases of Muslims who have lived there for a very long time, very peaceful, and then suddenly the Iraq war was, a catalyst. And then suddenly they become very violent. I'm now doing a project in Paris because I work on asymmetric war also. You know what we're talking about, that asymmetric war. And so I'm very interested in understanding what is the moment, and this is especially young Arabs in the banlieue, what is the moment when some just go on and others, poof, they jump. And I think sometimes of myself, if I were in the banlieue, I would go this way. I know that because, I am really a fighter. And I've been in situations where I've had to fight for my life, covered with blood, in Colombia. I'll never forget that. So I'm very interested in understanding, and then the way I'm looking at it is how can we produce enough indeterminate urban space to feel that those who are really quite alienated say, you know what, this is also my city. And so I was part of a project where in a subway, one of the undergrounds, subway, comment on dit ça en? Métro. Le métro, in one part of Paris, they created a hip-hop space. 24 hours, access to everybody, and there they're mixing. There the kids from the banlieue and the kids, they feel this is their space. So, I'm trying to understand how a well-run city can actually enable. I don't mean that they love each other, but that they see each other as humans. So there are possibilities. There are possibilities of this, but it takes a bit of effort. Yeah. Merci, thank you. Nous avons le temps pour une dernière très brève question et puis avec une brève réponse pour conclure de la part de nos deux invités. Mon nom est Elisabeth Vallet, je travaille à la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM où je dirige un groupe sur les frontières et les murs frontaliers. Vous avez évoqué la logique extractive de ces formations prédatrices. Si l'on pense au complexe sécuritaro-industriel qui non seulement génère des expulsés, mais les entretient aussi d'une certaine manière et vit justement sur les expulsés, voter ne suffit pas puisque ces entreprises sont des entreprises qui échappent parfois au contrôle des gouvernements. En substance, que fait-on? I really think we need to think. We need to, or another way of putting it, we need to see with our own eyes rather than whatever these diverse systems. So when I was saying that our GDP per capita measures are measuring as positives,
modes of economic development that are absolutely destructive. That is serious stuff. And I know Joseph Stiglitz and Amartya Sen have been working for quite a while to try to get to change those measures, and they have not gotten very far. So, you know, it is truly a collective work, but that is why I also think that most people live in localities. If people in localities say, I know this place, I know what we can do, we can work together, we can make it better, it's not that they become autonomous. I mean, they're still dependent on all kinds of, but you know, there is, as somebody once said, there's work to be done. And it's work that is only part of a solution, but it's work we can do, you know? C'est comme ça. I mean, it sounds rather a bit too easy all, but I actually mean it. Merci. Madame Liu, donc peut-être un mot de conclusion. Mon mot de conclusion, ça serait que moi, je pense, en tout cas, pour la jeune fille qui était juste avant, quand on parlait comment on va accepter les gens, comment on va changer pour... c'est une question de branding, hein, je veux dire, quand on porterait à répétition et à répétition de façon négative les gens d'une certaine partie de la société, à un moment donné, on les voit en noir. Et ça, on est absolument responsable. Et donc, moi qui n'ai pas complètement un fan de notre premier ministre, je me rappelle quand même que j'ai regardé aller accueillir les Syriens à l'aéroport de Montréal quand ils sont arrivés il y a quelques mois. Et puis, il a fait un speech qui était très, très court. Puis il dit, en fait, il dit, vous accueillir aujourd'hui, c'est la job, c'est la partie facile. Il dit, le vrai défi, c'est que dans 10 ans, allez-vous avoir l'impression d'être Canadien? Allez-vous rester chez nous? Puis si on est capable de faire ça, on va regagner notre pari. Moi, je pense que c'est notre responsabilité. That's a good way of ending. Merci à vous deux. Merci à vous tous et toutes pour cette soirée. Espérons vous revoir en grand nombre. Et merci encore une fois aux organisateurs, aux organisatrices et tout le travail, toute l'énergie qui a été mise pour le succès de cette soirée. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci.